Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans l'école du futur. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Il s'est imposé comme une véritable référence du numérique avec son œil affûté. Il décrypte pour des milliers d'internautes les tendances, personnalités et objets connectés qui façonnent notre quotidien. Romain Lannéry est notre influenceur du jour. Et puis, quand il est sur ce plateau, il ne vient jamais sans une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Quel est le sujet de votre chronique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de l'agence Privacy, qui est un manga qui est édité par la CNIL. Bon, on a hâte de découvrir tout ça. Et bien sûr, notre sujet du jour, on les reçoit très régulièrement sur ce plateau, les acteurs qui transforment l'éducation grâce au numérique. Ils sont de plus en plus nombreux et pourtant, leur financement reste un vrai défi. Budget, public limité, investisseurs frileux. Les entrepreneurs EdTech sont souvent seuls face à leurs ambitions. Alors, comment donner un coup de pouce à ces acteurs qui veulent innover mais n'ont pas toujours accès au financement traditionnel? Une entrepreneuse française a décidé de leur donner une réponse concrète. C'est notre invitée Sarah Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de MyMojo Crowdfunding. MyMojo, qui est donc une plateforme de financement participatif dédiée aux projets pédagogiques, culturels et numériques. On en parle dans un instant, mais d'abord, place à notre focus. Avec plus d'1 million d'abonnés, ce jeune monégasque n'a pas fini de nous faire découvrir les dernières innovations en vogue. Passionné de technologie, Romain Lannéry vulgarise sur sa chaîne YouTube le monde de l'high-tech. Il est notre portrait d'influenceur du jour, signé Dylan Coller. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Je suis en pleine forme. Bienvenue dans l'univers de la technologie. Nous vous emmenons à la découverte de Romain Lannéry, le youtubeur qui fait autant vibrer les écrans que les neurones. Ce jeune monégasque, passionné de tech, compte plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube créée en 2013. Son secret? Un savant mélange d'expertise, de pédagogie et surtout d'humour. Chaque semaine, il décortique pour nous les dernières nouveautés high-tech, entre smartphones, ordinateurs et gadgets en tout genre. Depuis peu, il réalise également des interviews de personnes influentes du secteur de l'innovation. Aujourd'hui, on est en Suisse pour rencontrer Mark Howler. Après plus de 20 ans au sein de Infomaniac, il est aujourd'hui le CEO de cette entreprise qui propose des solutions d'hébergement web, de streaming, de marketing. On a pu parler de son parcours depuis 2004, du business que font les géants de la tech avec nos données jusqu'à la vie privée, si celle-ci existe encore. Et si vous pensiez que la technologie était réservée aux geeks, eh bien détrompez-vous. Romain rend accessibles les sujets les plus complexes au plus grand nombre. Toujours avec une énergie débordante, il nous entraîne dans ses vidéos comme si nous y étions. Ses revues sont claires, précises et toujours agrémentées d'une pointe d'originalité. Romain Lannéry incarne une nouvelle génération d'influenceurs tech, alliant expertise, accessibilité et authenticité. Alors si vous êtes en quête de découvertes technologiques ou simplement curieux d'en savoir plus sur le monde numérique, nul doute que cette chaîne saura vous captiver. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné à la chaîne. Salut! On est de retour sur le plateau de l'école du futur. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plateforme. Une plateforme qui peut-être va permettre de répondre à ces questions. Comment aider un enseignant qui veut monter un projet innovant mais n'a pas de budget? Comment donner les moyens à une association ou une start-up éducative de concrétiser ses idées sans passer par des financements classiques? C'est justement pour répondre à cette question, à ces questions, que notre invité du jour a créé une solution de financement participatif spécialement pensée pour l'éducation. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, je le disais, Sarah Reynaud, vous êtes fondatrice de la plateforme MyMojo. Alors Sarah, avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de cette plateforme, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà tout simplement ce qu'est MyMojo et peut-être d'où vous est venue l'idée de créer cette plateforme? Merci pour l'invitation. Donc MyMojo, notre objectif, c'est de financer un projet à chaque étape, en fait, donc de sa genèse à son accélération. Et donc, d'où est venue l'idée? Ça fait plus de 10 ans que je travaille au service de la pédagogie innovante et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs dans l'éducation qui, faute de visibilité et de financement, ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de leur projet. Et donc, on a créé une plateforme spécifique, unique, pour vraiment faire un accompagnement humain et pour montrer que les techs, dans l'éducation, il y a beaucoup de projets, bien plus qu'on ne le pense. Alors, il existe d'autres plateformes de financement participatif.
Pourquoi avoir eu besoin de créer spécifiquement une plateforme pour l'éducation ? Pour montrer justement que c'est un secteur avec beaucoup de projets, leur donner de la visibilité. Et quand on a fait notre étude de marché, nous nous sommes rendus compte que des porteurs de projets qui s'étaient lancés sur d'autres plateformes n'avaient pas été très bien accompagnés. Parce que le secteur de l'EdTech, il faut le connaître, ça peut être lent, ça peut être complexe. Et donc il faut maîtriser aussi ces codes, maîtriser les différents acteurs, maîtriser aussi les business models. Donc on fait un accompagnement à 360 pour nos porteurs de projets. Alors, une petite question toute simple, mais finalement qui fait peut-être la différence. Comment bien préparer sa campagne de financement ? Déjà, il faut avoir un projet auquel on croit, avoir une vision. Ça, c'est vraiment la solidité en fait, d'un projet, de vouloir résoudre une problématique pédagogique. Donc ça, c'est vraiment très important. Et de pouvoir lui donner toute l'énergie. C'est aussi pour ça qu'on s'appelle MyMojo. C'est pour donner du leadership et de l'énergie aux porteurs de projets. C'est très important. Et donc, il faut bien préparer une campagne de financement. Donc ça va dépendre aussi du stade d'avancée du projet. S'il est au début de son projet, s'il est plutôt à vouloir créer un nouveau produit et le financer avant de le produire. Donc on va vraiment avoir des projets qui sont en tout début, voilà, qui vont se créer, et d'autres projets un peu plus qui ont 3-4 ans d'existence, mais qui vont se développer avec leur communauté. Et au contraire, qu'est-ce qui fait qu'une campagne peut échouer ? Est-ce que vous voyez des erreurs qui reviennent régulièrement et qui font qu'effectivement on tombe dans un échec dès le début ou peut-être un peu plus tardivement dans le processus ? Il y a plusieurs choses sur l'échec. Souvent je dis que l'échec est une partie prenante aussi d'une campagne de financement. Bien sûr, on est là pour qu'il réussisse, donc on va border le projet, s'assurer qu'il va avoir tout le succès escompté. En revanche, le crowdfunding permet aussi de tester un projet rapidement. Et donc ça, c'est vraiment super important. Et donc le succès, ça va vraiment se donner les moyens de pouvoir bien définir sa cible, à qui je m'adresse. Parce qu'en plus, dans l'éducation, on peut avoir des utilisateurs, mais qui ne sont pas forcément les payeurs. Donc comment je définis mon projet en fonction de cette problématique-là. Donc ça, c'est vraiment différentes étapes. De vraiment se donner les moyens, de participer à des salons, de faire aussi de la prospection. Une campagne de financement, c'est aussi aller sur le terrain, c'est aussi prendre son téléphone. Et c'est pas juste en mettant un projet sur notre plateforme, même si elle est géniale et qu'on donne beaucoup de valeur, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. Alors, vous l'avez rapidement abordé, mais quand on arrive sur votre plateforme, qu'on a une idée de projet éducatif, une idée où déjà le projet est formé, hein, vous le disiez, jusqu'où va votre accompagnement ? Est-ce que vous aidez seulement à héberger la campagne ou bien vous accompagnez aussi sur des aspects comme le marketing, la communication ? On accompagne, donc vraiment, ça va dépendre des problématiques des porteurs de projets en fonction de s'ils ont déjà une équipe ou s'ils n'en ont pas. Donc nous, on va faire des coachings. Ça peut être sur comment bien communiquer, comment intégrer ses parties prenantes à son projet, comment calculer son panier moyen aussi, ça c'est très important, comment définir ses contreparties, ça vient régulièrement. Le succès aussi d'une bonne campagne de financement, c'est d'être très clair dans le projet qui va être proposé et dans les contreparties qui vont être délivrées après. Concrètement, qui peut venir frapper à votre porte ? Est-ce que c'est des enseignants, des associations, des start-up ? Oui, alors aujourd'hui, on a 60% des porteurs de projets sont plutôt des start-up. 20% des associations et le reste, ça peut être des particuliers ou des futurs entrepreneurs. Voilà. Et pour le coup, là, on peut venir novice, vous le disiez, vous accompagnez quand même des tout débuts de projet. Aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer. Je ne sais pas si vous êtes déjà au niveau de l'international ou si vous êtes vraiment sur du territoire national. Peut-être la francophonie. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que c'est quelque chose que vous visez ? Alors oui, notre ambition, c'est de devenir le leader européen du financement dans l'éducation. Ça, c'est très important, d'être vraiment une plateforme robuste et durable pour aller financer toutes les initiatives pédagogiques en Europe. Donc aujourd'hui, on a 2 solutions de financement, une solution de dons et précommande. Donc on peut connaître déjà cette forme de financement. On va avoir un objectif financier, on va demander à sa communauté d'y participer pour développer son projet. Et à partir de novembre, on ouvre une 2e solution de financement qui est du crowd equity, où on va pouvoir toutes et tous devenir investisseurs d'une solution EdTech, d'une école. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la cause numéro 1 des citoyens français, c'est l'éducation devant l'environnement et la justice. Donc nous, c'est de faire matcher en fait des porteurs de projets avec les citoyens.
Bon, vous avez anticipé ma question, parce que justement, je me demandais si vous alliez avoir à terme ce type de financement. Donc effectivement, vous impliquez encore un petit peu plus les gens dans toutes ces entreprises. Alors, chez MyMojo, vous n'êtes pas seul, vous vous appuyez aussi sur des partenaires pour donner plus de force et de visibilité au projet. Est-ce que ces alliances, elles permettent de déboucher sur des financements hybrides qui mêlent par exemple des subventions publiques et du financement participatif? Alors, on a différentes formes de partenariats. D'ailleurs, on est partenaire exclusif d'EdTech France aujourd'hui, donc pour donner encore plus de visibilité à nos porteurs de projets pendant leur campagne. Donc ça, c'est vraiment que je salue. D'ailleurs, très belle association. Si vous n'êtes pas adhérent, allez-y. On a eu une émission sur la semaine dernière. On a eu le plaisir de les recevoir en plateau. Donc, Exactement. Et après, on va avoir différentes formes de partenariats. Donc là, on a signé un partenariat avec Hiro, qui est une agence spécialisée dans le recrutement pour les écoles et les OF. On a signé un partenariat avec MyRSE. Maintenant, chaque projet qui va lancer un projet se lancer sur MyMojo auront un audit RSE pour voir les ODD qu'elles y répondent. Donc c'est vraiment très important de ne pas faire du greenwashing, car souvent, 100% de nos porteurs de projets dans l'éducation ne se rendent pas compte qu'ils font de l'impact. L'éducation, c'est de l'impact. Et donc, il faut pouvoir le dire. C'est aussi pour ça qu'on est spécifique et unique, pour montrer que l'éducation, c'est vraiment la mère de tous les impacts. Et ça, c'est vraiment... C'est le message essentiel que vous avez envie de faire passer. Oui. Le financement participatif, c'est aussi une aventure collective qui repose donc sur la communauté, assez logiquement. Dans l'éducation, qui sont ces communautés justement prêtes à soutenir un projet? Est-ce que c'est plutôt des parents, des anciens élèves, des associations locales? Est-ce que vous avez un petit peu le profil des gens qui investissent sur votre plateforme? Alors, dans l'éducation, le profil des contributeurs et de futurs investisseurs, il est varié en fonction de la nature du projet. Ça peut être des parents qui vont faire de la précommande. Donc là, on a un projet Amala Girafe. C'est une petite girafe qui relie les écoles du monde entier entre elles. Donc c'est très intéressant. Donc là, le profil, ça va plutôt être des enseignants qui vont contribuer, mais aussi des parents. HelioBot, qui est un petit robot qui va être en précommande bientôt sur MyMojo. Là, on va être plutôt sur un persona par an. Mais on a aussi des projets dans la formation. Donc, on va avoir des apprenants qui vont précommander leur formation. Voilà, moi j'ai toujours dit, n'attendez pas d'être Calliope, n'attendez pas d'être financé pour aller lancer votre formation. Donc, produisez d'ailleurs vos contenus avant de vous lancer. Donc déjà, vous allez tester, savoir si vous avez un marché, s'il y a des apprenants qui vont répondre à ce besoin. Et donc, on a des projets comme ça. Et notre premier projet, c'était Manon Taillefer, qui a créé la première académie en ligne, le freelancing, pour aider les artistes à mieux faire du business, à savoir dire non, à faire des devis. Et donc, elle a collecté 10 000 € pour faire ses premières vidéos en e-learning. Bon, donc des profils très différents, que ce soit du côté de ceux qui investissent ou de ceux qui portent, qui créent les projets et les portent. Sarah, je vous propose de continuer nos échanges dans un instant. Avant ça, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
nous sommes de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de notre invitée Sarah Reynaud, fondatrice de la plateforme de financement participatif MyMojo. Nous avons déjà évoqué ensemble un petit peu le fonctionnement de cette plateforme qui permet de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs de l'éducation dans leurs projets innovants. On continue à en parler dans un instant, bien sûr. C'est tout de suite après la chronique de Benoît Grunenwald qui a une idée derrière la tech. Alors Benoît, dans votre chronique aujourd'hui, vous allez nous partager l'une de vos lectures de l'été. C'est une bande dessinée éditée par la CNIL. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à lire cette bande dessinée pendant l'été. Ma fille de 15 ans, ma fille aînée, elle aussi l'a lue. Et c'est le premier volet d'une enquête qui est menée par l'agence Privacy, qui s'intitule Le Réseau Fantôme. Cette bande dessinée au style manga a été créée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et elle aborde sans détour les risques numériques qui concernent les jeunes, comme le piratage, le cyberharcèlement ou encore l'usurpation d'identité. Et c'est un format immersif, je l'ai ici, et pédagogique qui constitue une approche novatrice pour sensibiliser les jeunes entre 11 et 15 ans. Alors pourquoi la CNIL publie cet ouvrage? Quel est son rôle? Eh bien, la CNIL fait partie des autorités administratives et publiques indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, et la CNIL est en quelque sorte le gendarme des données personnelles. À ce titre, ses objectifs sont de protéger les données personnelles, de préserver les libertés individuelles, tout en accompagnant l'innovation. Et ça passe par l'accompagnement à la fois des professionnels, l'aide aux particuliers à maîtriser leurs données personnelles, à exercer leurs droits. Son rôle est donc à la fois répressif, mais également préventif, en l'occurrence avec ce livre. Alors revenons plus précisément à cet ouvrage. La CNIL, elle s'est transformée en maison d'édition finalement pour l'occasion. Oui, alors oui et non, c'est une collaboration qui a donné naissance à cet ouvrage, à la fois grâce à un duo artistique, l'illustrateur de BD Grelin et Faouzi Boujida, qui est scénariste de jeux vidéo, qui est très très connu, et bien sûr la CNIL pour la partie technique, les conseils. Et ça donne un ouvrage qui allie à la fois une expertise pédagogique et une qualité artistique. Le tout est rythmé par une intrigue, de l'humour, des conseils et des mises en situation. Et les personnages sont vraiment très attachants. Il y a notamment Inaya et Isidore, qui sont les deux enquêteurs de l'agence Privacy. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi des lycéens sont victimes de mésaventures en ligne et comment ils sont mêlés à une affaire mystérieuse. Donc c'est un univers de bande dessinée qui oscille entre réalisme et fantastique. Et l'intrigue mélange, on va dire, habilement les codes du thriller habituel, des enquêtes, ainsi que l'univers numérique contemporain. Et alors, quel est le retour de votre fille? Qui est le public visé par cette BD? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait appris des choses, mais qu'elle pensait en savoir pas mal. Alors ça, c'est peut-être dû à l'environnement familial. Elle a surtout beaucoup apprécié le contenu, l'enquête, le suspense, et elle a surtout hâte de lire le prochain volume. Donc un retour plutôt positif selon votre avis. Et oui, c'est une première aventure qui pose les bases d'une série qui promet de faire réfléchir les jeunes sur leurs pratiques numériques tout en les divertissant. Et donc sur un échantillon familial de 2 lecteurs, il y a 2 retours positifs et on attend les chiffres de la CNIL pour voir plus largement si notre avis est positif et très partagé. Et d'ailleurs, je recommande la lecture de cette BD, mais à la fois par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes, parce que ça peut aider à comprendre comment l'environnement scolaire a évolué et finalement quelle place le numérique y prend, et pas uniquement avec des vidéos de chats ou d'animaux comme on peut le voir dans le Zap. Bon, vous nous avez donné envie de lire cette BD. Comment on se la procure? Eh bien, la première version, le premier tome, sera diffusé au collège en France, ainsi qu'à des partenaires institutionnels de la CNIL. Surtout, si vous ne faites pas partie de ceux qui auront la chance de recevoir une copie physique, eh bien, téléchargez gratuitement la version numérique sur le site de la CNIL. Alors, est-ce qu'il existe d'autres ouvrages du même type? Oui, bien que ça soit très novateur, il y a eu aussi auparavant un cahier de vacances qui s'appelle Les As du Web, plutôt pour les 7-12 ans, et Envie de Cyber, qui lui vise un public plus large. Et ces 2 ouvrages ont été réalisés par l'association ISA France. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette chronique, Benoît. On a hâte de vous revoir sur ce plateau, peut-être pour nous parler de nouvelles lectures. Bien sûr. Ou autre chose de cybersécurité. On a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais pour l'heure, je vous propose de rester avec nous puisqu'il est temps de lancer la seconde partie du talk. Toujours
avec mon invitée pour cette seconde partie du talk, Sarah Reynaud, fondatrice de la plateforme de financement participatif dans le milieu de l'éducation MyMojo. Alors, je voulais juste qu'on revienne un petit peu en arrière dans la première partie du talk. On parlait notamment des contributeurs. Le financement participatif, ça a créé un lien direct, on le disait, entre les contributeurs et les porteurs de projets. Est-ce que ça change aussi la façon, justement, dont ces porteurs de projets ensuite communiquent avec leur communauté? Est-ce que ça crée un lien particulier? Oui, ça crée un lien extrêmement fort. Ça va permettre de communiquer différemment, permettre d'avoir aussi des ambassadeurs. C'est aussi pour ça qu'on ouvre cette deuxième solution de financement pour transformer les contributeurs en investisseurs et de réinventer le rôle des parties prenantes. C'est extrêmement important dans le monde de l'éducation qui se réinvente de manière générale puisqu'on a une baisse drastique des financements publics, que ce soit pour les associations mais aussi pour les startups. Les investisseurs peuvent être plus traditionnels, peuvent être un peu frileux sur certaines innovations EdTech. Donc c'est vraiment important de co-construire son produit avec sa communauté. Et surtout qu'on peut voir parfois des solutions EdTech avec de fortes communautés, beaucoup d'utilisateurs, et qui doit trouver son business model. C'est toute la définition d'une start-up. Et donc de pouvoir créer ce business model avec sa communauté, c'est vraiment super intéressant pour le porteur de projet et la communauté. Alors, dans un contexte, vous le disiez, où on a une baisse des financements publics, on a aussi de l'autre côté le pouvoir d'achat, nécessairement, qui est une préoccupation. Est-ce que, pour autant, vous voyez les gens être là aussi plus frileux, le public plus frileux dans les investissements ? Alors aujourd'hui, nous, sur la plateforme, quand on lance un projet en financement participatif, c'est un bon plan. Donc en fait, on répond en quelque sorte à la baisse du pouvoir d'achat de certains contributeurs, de certaines familles, parce qu'on va pouvoir avoir des dispositifs pédagogiques moins chers, enfin avec une exclusivité. Donc ça, c'est super intéressant. En fonction de la cible, on va aussi viser des contributeurs avec un fort potentiel de pouvoir d'achat aussi. Donc c'est vraiment aussi une stratégie à avoir, aller chercher de l'argent là où il y en a. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans l'éducation, on est toutes prêts à à contribuer aussi pour nos enfants, pour nous-mêmes. Donc, la force d'une campagne, c'est qu'on va être plusieurs. Donc on va avoir cet effet de mutualisation. Donc c'est un win-win pour tout le monde. Est-ce que vous avez un seuil minimal peut-être pour pouvoir justement investir, financer ces projets, ou est-ce qu'on peut, par exemple, à partir de 5-10 euros déjà participer, et du coup, ça voudrait dire que ça ouvre aussi à un public plus large de contributeurs? Alors sur la partie dons et précommande, à partir de 1 euro, on peut contribuer sur la plateforme. Et on a fait aussi ce choix-là sur la partie investissement, où à partir de 1 euro, on pourra investir dans une EdTech. Bon. Voilà. Normalement, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Lorsque vous avez lancé MyMojo en 2023, où est-ce qu'on en était à ce moment-là en termes de financement participatif sur le segment de l'éducation? Est-ce que vous avez senti justement qu'il y avait une espèce de vide à combler, ou au contraire, c'était déjà un mouvement en marche auquel vous aviez envie de participer? C'est ça qui est très intéressant. C'est quand on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que plus de 60 millions d'euros avaient été collectés sur différentes plateformes pour financer des projets dans l'éducation. Et je me suis dit, c'est quand même hallucinant. Il n'y a pas de plateforme dédiée à l'éducation. Et bien sûr, il y a aussi des plateformes. Le marché du crowdfunding est aussi un marché qui évolue dans le bon sens, avec des plateformes spécifiques. Mimosa avait emboîté le pas, qui est une plateforme spécifique à l'agriculture aujourd'hui en France, avec 2 solutions de financement, le don et aussi du prêt participatif. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de me lancer. Je me dis, si l'agriculture a sa plateforme, pourquoi pas l'éducation? Ah oui. L'école française, elle est souvent critiquée pour son manque de moyens, malheureusement. Est-ce que vous pensez que l'innovation, justement, aujourd'hui, elle viendra d'abord du privé, ou est-ce qu'il faut absolument un effort public plus fort, plus important? Moi, je ne suis pas là pour critiquer un système, mais pour donner de la valeur à tout un secteur. Je pense qu'il faut aller vite. Donc, de fait, l'État engage des processus, des programmes qui sont lents et longs, qui sont sans doute très bien. Mais dans la vie d'une start-up ou d'un projet, même d'une association, parfois, il faut aller plus vite. Donc, nous, on va être complémentaires. Et ça, c'est vraiment notre force. Donc, on va être complémentaires avec des gros dispositifs, même des financements traditionnels, avec des levées de fonds traditionnels, de la subvention. Donc, pour moi, ce sont vraiment
On est un acteur maintenant parmi des grands acteurs. Voilà. Ouais. Alors, certains domaines de l'éducation attirent beaucoup d'initiatives privées, par exemple l'apprentissage des langues ou encore le soutien scolaire, alors que d'autres restent un petit peu plus délaissés. Ça, comment est-ce que vous l'expliquez avec votre regard, j'imagine, un peu plus acéré au fil des années? Alors nous, on voit vraiment une diversité des sujets. Simplement qu'il y en a qui font plus de bruit que d'autres. Voilà. Et en effet, les premiers projets qui vont se lancer sur la partie Crowd Equity, c'est une plateforme de langue. Donc, j'en dis pas plus. Inscrivez-vous à notre newsletter. Voilà, vous aurez toutes les informations sur ce beau projet. Après, ça vient aussi des besoins des familles, des collaborateurs, des entreprises. Donc, il y a vraiment une tendance de fond. Après, nous, on voit vraiment beaucoup de projets très différents, beaucoup de pédagogie aussi, parce qu'on parle beaucoup de tech, mais on a aussi des manières d'apprendre aussi différentes, avec des jeux, la BD. Là, par exemple, on a un super porteur de projet, Michael Delova, qui va créer le premier jeu vidéo pour parler de la santé mentale. Donc, voilà, donc on a vraiment différents sujets, mais c'est sûr, la santé mentale, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et donc, on est fiers d'accueillir la plateforme. Et justement, dans la même branche, j'ai envie de dire, vous soutenez aussi des projets qui visent à plus d'inclusivité. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'école française soit vraiment inclusive? Est-ce que c'est une question de moyens, de volonté ou peut-être d'imagination? Je pense que c'est un vrai sujet. Ce qui manque, c'est peut-être qu'en France, on a un petit peu peur d'innover. Et je pense que je parle pour tout le monde, que ce soit les parents, les enseignants. Il faut aussi qu'ils soient bien formés sur des sujets d'innovation pédagogique. L'État, et c'est sûr, a une certaine lourdeur. Donc je crois que toutes les parties prenantes sont responsables. Là, on voit bien sur l'instruction au consentement, c'est un tollé. Voilà, donc il faut que toutes les parties prenantes soient actives sur des projets et ce n'est pas toujours évident. Parmi les projets que vous accompagnez, on trouve aussi des solutions EdTech qui cherchent à intégrer, vous le disiez, par exemple, la technologie dans la pédagogie et à mieux parler aux élèves. À l'heure où on parle beaucoup de TikTok, d'IA générative, de jeux en ligne aussi, est-ce que le risque finalement pour l'école, ce n'est pas justement de décrocher complètement si elle ne trouve pas sa place dans cet univers numérique, si elle n'assouplit pas les règles justement pour laisser entrer des solutions EdTech dans ses classes? L'école française doit en effet s'approprier ces outils parce qu'ils sont déjà, sans doute déjà à la maison. Hein, donc il faut que, pour avoir une égalité des chances pour les élèves aussi, il faut que l'éducation nationale s'empare de ces sujets. Ça viendra, j'en suis sûre. Il faut laisser un peu de temps et c'est pour ça que nous, on n'a pas de temps à perdre. Et donc on veut aller développer ces projets rapidement. Et aussi, on l'a dit, à l'échelle européenne. Exactement. Alors c'est bien de financer les autres, mais si vous voulez continuer à apporter votre aide, justement, il faut que votre plateforme ait un modèle économique elle aussi. Alors quel est-il aujourd'hui? C'est du freemium, des commissions? Comment ça se passe pour vous? Aujourd'hui, on a 2 modèles économiques. On prend un pourcentage sur le montant levé, entre 6 à 8% des campagnes, et on fait aussi de l'accompagnement payant. Et on a des frais fixes sur toute l'instruction du dossier, que ce soit en don et en investissement. Bon, et écoutez, on souhaite à MyMojo de continuer à se développer, que ce soit en France, en Europe, à l'international, que vous portiez tout plein de beaux projets. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc fondatrice de la plateforme MyMojo. Merci aussi à notre chroniqueur Benoît Grunemval. On se retrouve très vite sur ce plateau. Avec plaisir. Merci également aux équipes en régie et à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Rendez-vous demain dès 12h30 sur School TV. Et d'ici là, portez-vous bien.